Salut tout le monde, salut Roger, salut Catherine. Salut, salut à tous. Salut Pablo, salut Catherine. Aujourd'hui on a un invité de Marc, la personne de Roger Martelly, pour faire ce débrief, j'allais dire express mais je pense pas qu'il va être express, pour revenir sur ce qui s'est passé hier. Bon, ça a été un coup de bambou pour beaucoup de gens, même si on s'y attendait. Roger, toi qui observes à chaque fois, pour chaque élection, les résultats des différentes forces politiques, quels enseignements tu tires de ce qui s'est passé hier ? Des enseignements, je ne sais pas si je suis capable de tirer des enseignements. Ce que je constate, c'est que hier, il s'est produit ce qui était attendu. Voilà. On pouvait espérer que des écarts de participation, une augmentation de la participation, aller redistribuer les forces et donner un frein à la montée du Rassemblement national, ça ne s'est pas produit. Nous nous trouvons donc dans une situation qui est une situation dont on mesure la gravité. Si on prend les chiffres, tout d'abord, rapidement, le Rassemblement national et ses alliés ont atteint un niveau qui se situe autour de 34%, avec, on l'a vu, déjà 39 élus dès le premier tour. Sur la seconde marche du podium, on a certes le nouveau Front populaire, un nouveau Front populaire, c'est vrai, qui fait en tant que tel un peu mieux que la NUPES en 2022. Et on a évidemment, en troisième rideau, je dirais, loin derrière, une Macronie qui poursuit le déclin qu'elle a amorcé déjà en 2022 et un mouvement des Républicains dont on a dit depuis quelque temps qu'on ne sait pas où il se situe, où habitent les Républicains, mais ça s'est confirmé par un score qui est estimé autour de 6,5, 6,7% pour les LR hors Ciotti. Voilà. Mais si on raisonne dans les grandes masses, encore au-delà, j'allais dire, des protagonistes principaux, là on a parlé du RN, du nouveau Front populaire, des macronistes et des LR, mais si on raisonne en termes de grandes familles, de grands blocs, on a une situation qui est très très claire et très préoccupante. La gauche, la totalité de la gauche, pas simplement le nouveau Front populaire, se situe à peine au-dessus du niveau atteint en 2022, qui lui-même était à peine au-dessus du niveau atteint en 2017, qui était le plus bas niveau de la gauche de l'histoire de la Ve République. On a par ailleurs un bloc, on va dire, de droite qui recule sensiblement. Le total de la droite macroniste, etc., perd, et LR perd 8%. Et à côté de ça, nous avons une extrême droite qui gagne 11% et qui avait déjà gagné 11% entre 2017 et 2022. Si on raisonne encore plus largement, on a un peu oublié que l'extrême droite était déjà entrée fortement au Parlement en 1986 dans une courte parenthèse de vote à la proportionnelle. Mais très vite, c'était revenu à la situation antérieure, disparition de la scène parlementaire. En 2012, il y a encore seulement 3 députés d'extrême droite, 3 députés du Front National. Il y en a 8 en 2017, il y en a 89 en 2022, et on annonce
la possibilité de fourchettes qui vont de 250 ou etc. jusqu'à au-delà de la majorité absolue. Ça signifie qu'en l'espace de deux législatives, l'extrême droite a progressé de 20%, alors que la droite a reculé et que la gauche a à peine frémi du point de vue de ses résultats. En 2017, Macron avait fait sa campagne sur le thème bien connu et de droite et de gauche. En 2017, il a siphonné la gauche. Elle ne s'est pas sortie de cette situation complètement, même s'il y a des petits frémissements, comme on l'a dit. Entre 2022 à aujourd'hui, il a siphonné la droite. Et donc, Macron, finalement, a réussi, j'allais dire, à faire, à mettre sur le devant de la scène, jusqu'à évoquer la possibilité d'une participation gouvernementale, le Front National. Personne n'avait fait autant pour promouvoir, même si ça n'est pas volontaire, même si c'est indirectement, l'extrême droite. C'est d'une gravité sans précédent, d'autant plus, et moi je pense qu'il ne faut pas se perdre de vue cette situation, d'autant plus que ce phénomène n'est pas un phénomène uniquement, je vais dire, français. C'est pas simplement un phénomène national. Ça s'inscrit dans une évolution à l'échelle européenne et au-delà de l'échelle européenne qui ne peut que préoccuper. Au fond, jusqu'à présent, nous avions une évolution vers, j'allais dire, des remises en cause démocratiques fortes à des échelles continentales, en Asie. Je pense en particulier au phénomène Modi. Nous avons en Amérique la possibilité qui devient malheureusement de plus en plus grande d'un retour d'un Trump et d'un Trump qui promet d'être encore plus trumpiste qu'il ne l'était dans son premier mandat. À l'échelle européenne, nous avons assisté aux dernières élections à un déplacement vers la droite du curseur qui régit l'espace européen, et nous avons désormais la possibilité que s'ajoute au palmarès un pays qui non seulement est une puissance, mais qui plus est, qui est une référence historique, qui est historiquement associée à tout simplement un modèle démocratique, un modèle populaire radical, révolutionnaire, démocratique, la France des droits de l'homme, la France du mouvement ouvrier, la France qui est la France de la Révolution, la France des révolutions, la France de la Commune, la France du Front populaire, la France des jours heureux de la libération. Et là, d'un coup, hop, nous trouvons dans une situation qui pourrait être une situation de rupture, malheureusement confirmée par le second tour. On sait que tout se décide au tour décisif. Chacun sait qu'une élection législative, c'est 577 élections locales. Donc, nous en reparlerons. Tout n'est pas complètement bouclé, mais c'est mal barré. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette brillante réussite. Ouais, je voudrais prolonger ce que tu viens de dire, Roger, en parlant de cette lame de fond en fait de l'extrême droite qui est en train de s'enraciner de plus en plus profondément aujourd'hui dans notre pays, et donc finalement le vote d'hier n'est qu'une cristallisation. J'ai été particulièrement échaudé, étonné, choqué finalement par le fait que les candidats les plus éhontément racistes
du Rassemblement national, ceux qui avaient dit les plus grosses horreurs, notamment pendant la campagne, ont été réélus, enfin, ont été ou réélus, ou bien, je pense notamment à Roger Chudeau, là, ce député sortant, censé être ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit des horreurs sur Najat Vallaud-Belkacem, il a fait 49% dans sa circonscription. Et j'avoue que ça dit quelque chose, en fait, de la décomplexion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème, en fait, à être raciste, à avoir... Moi, je sais pas, je vais te dire un truc, franchement, je pense que c'est passé comme sur l'eau sur les plumes des canards, hein. Les gens, ils ont voté Rassemblement National, ils n'ont pas voté pour Chudeau. D'ailleurs, tu n'avais qu'à voir les bulletins de vote. Ouais. Il n'y avait même pas leur nom, il y avait à peine leur nom. Il n'y avait pas la photo. Moi, dans mon bulletin de vote, il n'y avait pas la photo. Hein. Je ne sais même pas d'ailleurs qui était le candidat. Enfin, je crois que c'est une nana, plus ou moins, mais je ne sais pas qui. Tu vois, et il y avait simplement Rassemblement National, je ne sais pas quoi, et Bardella, quoi. Tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont voté Rassemblement National, que leur candidat, et je pense que ça a été un fort vote pour les structures, les partis. D'abord, il n'y a eu que 3 semaines d'élection, donc les gens, ils n'ont pas vraiment eu le temps de prendre connaissance, et c'est vraiment l'étiquette qui a été soutenue, parce que sans ça, tu peux te dire, par exemple, je ne sais pas moi, que Danielle Obono, elle aurait pu se faire, je pense pas qu'elle aurait pu être battue, parce que la gauche est très très forte dans le 18e, et qu'elle n'avait pas d'adversaire face à elle qui pouvait la... Mais elle fait un très gros score, elle fait 65, je crois, un truc comme ça. Donc, alors qu'elle fait partie de celle qui a été au cœur de toutes les polémiques depuis le 7 octobre. Et qu'on sait très bien que c'est des polémiques qui ont été très très puissantes dans toute la société et à l'intérieur de la gauche. Elle n'en subit pas de conséquences. Donc pour moi, ce que j'en pense, c'est pas que ce que a dit Danielle Obono acquiert le soutien de tous, c'est que Danielle Obono était la représentante du nouveau Front Populaire, on vote pour Danielle Obono. Oui, mais c'est là donc que je voulais en venir, c'est que en fait il y a la consolidation des blocs, c'est-à-dire c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que l'extrême droite c'est un vote d'adhésion pour le Rassemblement National, tout comme le nouveau Front Populaire c'est un vote d'adhésion pour la gauche au sens large. C'est une des données qui apparaît dans les sondages directement, hein. Le fait que le vote Rassemblement National, c'est pas simplement un vote, comment dire, affectif, de refus de colère. C'est pas simplement un vote qui s'appuie sur le racisme. C'est même pas peut-être d'abord là-dessus qu'il s'appuie, mais c'est un vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion et qui renvoie à quelque chose d'autre qui est préoccupant au-delà du volume. Hein. Il y a les pourcentages, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve préoccupant 2 choses. C'est territorialement, le Rassemblement National est en train d'élargir son aire d'influence. Il se renforce dans ses zones de force déjà constituées, le Nord en particulier, les Hauts-de-France, le Grand Nord, hein, les Hauts-de-France, le Grand Est, etc. Le littoral méditerranéen, il se renforce et il gagne sur d'autres territoires. C'est-à-dire que peu à peu, une influence qui était une influence très éclatée, très ponctuelle, devient une influence nationale. Et ce phénomène, alors que, entre parenthèses, en sens inverse, ce qui se produit pour le nouveau Front Populaire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il se renforce dans ces zones de force, région parisienne en particulier, mais pas seulement, mais enfin les zones des périphéries métropolitaines où il se renforce, mais ailleurs, il a tendance au contraire relativement à s'affaiblir. Et donc, d'un côté, on a un vote qui se nationalise, c'est celui du Rassemblement National, et de l'autre côté, on a un vote qui s'archipélise un petit peu comme était le vote communiste dans les premières années, dans les années 20, dans les années 1920-1930, où le vote communiste était très fort dans quelques zones, la banlieue rouge, mais ailleurs, il y avait des déserts électoraux. Je rajoute
on a le même phénomène du point de vue Là, tu parles de toute la gauche, hein. C'est pas simplement de toute la là, France insoumise, c'est le Front populaire. Bon, à voir, mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Ton constat, c'est qu'on a une gauche qui se rétracte. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, on en est là, mais ça renvoie à un autre phénomène qui est le profil des électorats. Ce qu'on constate, c'est dans le cas du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il a, on le sait, une forte structure, un fort socle populaire de son vote. À la fois la position sociale, les catégories populaires, ouvriers, employés, le niveau de formation, les formations courtes et les revenus faibles. Mais ce qu'on constate là, à cette élection, mais ce n'est pas la première fois, c'était déjà en marche en 2022, c'est que s'il y a une propension plus grande de ces côtés-là à voter pour le Rassemblement national, il y a aussi des gains dans les autres catégories, c'est-à-dire que l'électorat du Front National, ça c'est observé par les sondages et les chercheurs, l'électorat du Front National est en train de se rapprocher du profil de la société française elle-même. Alors que quand on regarde l'électorat qui était celui de la France insoumise par exemple, mais qui est à nouveau celui du Front populaire à l'occasion de ces législatives, on a un électorat qui est très, par exemple, centré sur les catégories des jeunes. Là, il y a une base de masse forte sur des catégories, sur les cadres, l'agglomération parisienne, les zones, en général, les zones métropolitaines, mais au-delà, l'influence de la gauche en général, de la France insoumise en particulier, est beaucoup plus faible. Donc on a des électorats déséquilibrés. Est-ce que c'est comme ça que tu expliques, par exemple, le fait qu'il y ait des députés sortants, en fait, en dehors de ceux qui sont dans, en effet, l'agglomération parisienne et quelques places fortes autour de Marseille ou quelque chose comme ça, les autres, ils sont, mais c'est chaud, quoi. Quand on regarde, je le dis pour ceux qui nous écoutent, on a regardé un peu la situation de Jumelles à Dieppe, c'est très très compliqué. La situation de Darreville à Martigues, c'est très très compliqué. Évidemment, la situation de Fabien Fabien Roussel n'est pas très compliquée puisqu'il est éliminé. Même André Chassaigne, j'ai vu, il va gagner, mais c'est pas évident. Non, moi je pensais à François Ruffin qui est Sansu, c'est pas évident non plus. Il y a beaucoup de, en fait, ceux qui étaient, et notamment en fait, c'était aussi pas mal des députés communistes qui étaient dans des bouts de territoire d'influence communiste qui se retrouvent très 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 en difficulté, quoi, avec menacés fortement par l'extrême droite à chaque fois. Mais ça c'est vu déjà dans l'élection européenne. Avec une caractéristique, c'est qu'au fond, là où la France insoumise s'installe, j'allais dire, dans les meubles qui étaient ceux du Parti communiste, il a tendance, j'allais dire, la France insoumise et la gauche, de ce fait en général, est en dynamique, et en dynamique importante. Hein. Il y a des augmentations. Il y a maintenant dans l'ancienne banlieue rouge, il y a des scores, je dirais presque soviétiques pour nos amis qui concourent dans ces territoires. Mais ailleurs, ce que je voyais déjà, par exemple, dans l'espace qui était celui de ce qu'on appelle le communisme municipal, à l'élection européenne, et je crois que ça se confirme à l'occasion de l'élection législative, on constate que ce qui menace, j'allais dire, la trace rouge, la trace de la révolution, de la gauche historique, c'est la poussée du Rassemblement national. Et ce phénomène qui existe depuis quelque temps, qui s'est, j'allais dire, moi ça m'a frappé énormément au moment des européennes, et je constate qu'il se confirme à l'occasion de la législative. Et donc, d'un côté, j'allais dire,
par exemple l'agglomération parisienne, il y a une sorte de transfert qui s'opère entre les territoires historiquement qui étaient ceux du communisme et par exemple ceux de la France insoumise, mais malheureusement ailleurs, le transfert ne se fait pas, et c'est au contraire Et à une époque, je me souviens dans les années, je crois que c'était en 2012, quand on avait regardé les résultats de Jean-Luc Mélenchon, on avait vu qu'il y avait deux lignes de force, il y avait les territoires communistes et des territoires de la gauche Ratsoc, un peu le sud-ouest, etc., où il était assez fort. C'est-à-dire qu'il y avait cette trace-là, il y avait en fait, Mélenchon héritait de deux traditions, à la fois la tradition Ratsoc pour une part, et d'autre part la tradition communiste. Et les deux avaient convergé pour donner de bons résultats à Mélenchon. Il était dans candidat communiste. Sauf que là, en 2012. Non mais oui, non mais c'est important. Sauf que là, ce qu'on constate. Ce que je veux dire, il avait capté deux traditions. Aujourd'hui, il y a une tradition communiste qui s'étiole complètement et donc qui ne se transmet plus dans les territoires ruraux notamment. Et la tradition Ratsoc, c'est terminé. Oui, mais note bien que dans cette élection-là, tout à la fois l'espace communiste est menacé par la poussée du Rassemblement national, mais ce que je disais tout à l'heure, le Rassemblement national maintenant ne se développe pas simplement dans ces zones traditionnelles, de force traditionnelle, mais il touche les territoires de l'Ouest et du Sud-Ouest, c'est-à-dire les territoires qui étaient ceux historiquement d'une gauche qui n'étaient pas simplement la gauche communiste. C'est ce que j'appelle la gauche Ratsoc. Voilà. Même si dans cette gauche Ratsoc, il y a par exemple la Dordogne qui a été un fort département d'influence communiste. Oui. Alors moi j'ai regardé les différentes projections et globalement la NUPES devenue Front Populaire va perdre a priori, il devrait perdre des députés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fourchette qui est donnée par les différents instituts, c'est entre 120 et 145, alors qu'ils étaient 150 avant. Donc ils vont en perdre un peu. Ça dépend ça dépend. Ça dépend des projections. 150. Ah oui. Okay, ça va jusqu'à 200. L'IFOP va jusqu'à 200. J'ai pas vu l'IFOP. J'ai regardé ELAB. Mais ça serait cohérent avec ce que dit Roger. C'est-à-dire qu'en fait, les 28% que fait la gauche, c'est pas étal, tu progresses encore dans tes territoires de force. Donc, du coup, tu t'affaiblis ailleurs si tu n'augmentes pas en pourcentage. Et donc, quand tu regardes, alors j'ai regardé tout particulièrement les députés de la France insoumise, et quand tu regardes où est-ce que géographiquement ils sont placés, eh bien ils sont principalement dans les métropoles ou dans les périphéries, enfin ils sont dans les métropoles, bien sûr. Ou dans les périphéries des villes. Des grandes villes. Des grandes villes, exactement. Alors que là où ils étaient présents, ils étaient déjà surreprésentés, il y avait déjà plus de députés de la France insoumise qui étaient issus du bassin parisien, etc., et des grands bassins des grandes villes. Mais alors là, cette différence va encore s'accentuer, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir, à quelques exceptions près, ils vont tous être élus dans l'agglomération lilloise, l'agglomération parisienne, l'agglomération marseillaise, quoi. Et les autres, ceux qui étaient dans les campagnes, dans les zones périphériques, eux, ils se sont ou bien fait battre au premier tour, ou bien ils sont en passe de se faire battre. Ce qui pose aussi un problème dans le récit, en fait, qui va être porté et par la France insoumise et plus largement par la gauche. C'est-à-dire que moi je prends le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que si il n'y a plus de députés en fait qui sont issus de ces zones-là, s'il n'y a plus que des députés issus du monde des tours, comme dirait François Ruffin, et plus du monde des bourgs, évidemment on va avoir un récit qui va être boiteux pour raconter la France dans son entièreté. Alors en même temps, faisons attention, relativisons malheureusement la question de la part de la place du vote du Rassemblement national en fonction de la taille, notamment des communes. Alors il est vrai que je l'ai calculé encore à l'occasion de l'élection européenne, en regardant un petit peu le vote communal. À l'occasion des dernières élections européennes, à nouveau, on observe le phénomène qu'on avait appréhendé
en 2017 et en 2022, c'est le vote du Rassemblement national augmente au fur et à mesure que diminue la taille de la commune, et en sens inverse, le vote, alors moi j'avais calculé ça pour le vote de la France insoumise à l'occasion de l'élection européenne, le vote de la France insoumise, au contraire, diminue au fur et à mesure que la taille de la commune diminue. Mais attention que le phénomène n'est pas complètement, comment dire, synchrone. C'est-à-dire que ce phénomène est vrai, c'est-à-dire aux propensions plus grandes dans les petites communes, le monde de la ruralité ou de la semi-ruralité, mais à l'exception de quelques très grandes villes, et notamment de la région parisienne, le Rassemblement national progresse dans le monde, j'allais dire, urbain moyen, et voire dans le monde urbain supérieur. C'est-à-dire il ne faut pas, j'allais dire, au fond, se rassurer un peu avec l'idée que le partage, j'allais dire, d'influence entre nous et eux, en quelque sorte, c'est nous avons le monde des grandes villes, des grandes métropoles, et eux, ils ont le reste. Attention, malheureusement, de même qu'il y a une progression, mais c'est corrélatif d'ailleurs, de même qu'il y a une progression du vote dans les catégories supérieures, éduquées, etc., et de même, il y a une progression à l'intérieur des espaces métropolitains. Il ne faut pas le sous-estimer. Je ne dis pas ça pour dramatiser la situation, mais ça va nécessiter un effort, et en particulier, à mon avis, pour que surtout la gauche, dans toutes ses composantes, la France insoumise, mais pas seulement, que la gauche ne s'enferme pas dans ce que j'appellerais une culture de l'îlot, qui au bout d'un moment, de l'îlot d'influence protégé, qui au bout d'un moment devient la culture du ghetto, et qui, au fond, produit l'échec. Parce que, comme chacun sait, les petits villages gaulois qui encore et toujours résistent à l'agresseur, c'est bien dans les bandes dessinées, mais ça n'existe pas dans la réalité. Et rien ne serait pire que cette culture qui nous enfermerait, en quelque sorte, dans le ghetto des, par exemple, banlieues populaires qui seraient vouées à la gauche et le Rassemblement national aurait le reste de la société. Ça, ce serait, à mon avis, catastrophique. Mais nous verrons plus tard. Peut-être que là, on a dressé le constat, peut-être que maintenant on peut parler de ce qui va se passer dans les heures et dans les jours à venir. Je rappelle que le deuxième tour, c'est dimanche. Et qu'il y a un enjeu qui est quand même... Attends, stop, moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on ne fait pas 2 émissions? Ouais, je suis d'accord. On arrête là, je pense que... Hein, parce que ça, c'est trop long. Ouais. Là, il faut arrêter là. Alors, attends. Du coup, je clôt... Ouais, tu clôt la discussion, voilà. Bon... On vient de vous dresser le constat de ce qui s'est passé hier avec l'analyse notamment de Roger sur les votes. On va vous faire un deuxième débrief dans la journée pour parler de ce qui va se passer dans les heures et dans les jours à venir, parce qu'il y a quand même un deuxième tour dimanche avec un enjeu qui est énorme, qui est l'accession ou non de l'extrême droite au pouvoir. À tout à l'heure.